La 71e Assemblée générale de l'ONU aux États-Unis se poursuit. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé aujourd'hui à la tribune de l'ONU. Il a exposé sa vision d'un monde meilleur et présenté officiellement la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Le Premier ministre ivoirien est aussi en déplacement à l'étranger. Daniel Cablon-Duncan est en France. Il prend part à Paris aux rencontres Africa 2016. Les travaux ont démarré aujourd'hui. Le projet de référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire, on en parlera dans cette édition. Voulez-vous savoir par exemple ce que c'est qu'un référendum, une constitution? Des questions qui seront traitées par nos reporters qui ont rencontré des spécialistes. Et au Gabon, c'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle va rendre son verdict. Elle va se prononcer sur les résultats de la présidentielle et valider ou non la réélection du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. La 71e Assemblée générale de l'ONU aux États-Unis d'Amérique se poursuit. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé aujourd'hui à la tribune de l'ONU. Il a exposé sa vision d'un monde meilleur et fait des propositions face aux crises qui secouent la planète. Le président ivoirien a par ailleurs présenté officiellement la candidature de notre pays au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous écoutons un extrait de son intervention. Au regard des progrès satisfaisants réalisés ces dernières années, le Conseil de sécurité a levé en avril 2016 le régime des sanctions qui pesait sur la Côte d'Ivoire depuis 2004. En juin 2017, l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, achèvera son mandat et quittera définitivement la Côte d'Ivoire après 12 années de présence continue. Le gouvernement ivoirien est particulièrement fier de cette évolution qui apparaît désormais dans l'histoire des opérations de maintien de la paix comme une véritable success story. Je voudrais profiter de cette tribune pour renouveler nos remerciements aux Nations Unies ainsi qu'à tous les pays qui ont pourvu des troupes à l'ONUCI. C'est fort de cette remarquable évolution que mon pays a décidé de se porter candidat à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. La CEDEAO puis l'Union africaine ont endossé cette candidature. Je voudrais à cet égard appeler l'ensemble des États membres de notre organisation à soutenir la candidature de la Côte d'Ivoire lors des élections prévues en juin 2017. La Côte d'Ivoire, à travers cette candidature, entend partager avec les autres pays membres son expérience réussie du maintien de la paix et de la collaboration au sein des Nations Unies. L'intégralité de l'intervention du chef de l'État Alassane Ouattara à la tribune de l'ONU vous sera proposée juste après ce journal. La première dame Dominique Ouattara est aussi aux États-Unis d'Amérique. Elle a participé à la rencontre de haut niveau sur l'Alliance des objectifs de développement durable. Cette rencontre s'est déroulée à New York hier. Le thème de la rencontre, Alliance mondiale visant à supprimer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. La première dame Dominique Ouattara, par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, soutient cette initiative. Viviane Aimé est notre envoyée spéciale. Dans le cadre du lancement des activités de l'Alliance 8.7, coalition pour aider tous les États membres de l'ONU à éradiquer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et toutes les formes du travail des enfants, un dialogue de haut niveau a eu lieu le mercredi 21 septembre à New York sur le thème « Alliance mondiale visant à supprimer le travail forcé, l'esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants ». Le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT, Guy Ryder, est venu rappeler l'importance de cette coalition, quand Anthony Lake, directeur exécutif de l'UNICEF, apportait une fois de plus le soutien du secrétaire général de l'ONU à cette initiative.
Devant le nombre et le haut rang des personnalités présentes, personnalités politiques, chefs d'entreprise, patrons d'institutions internationales, délégués de la société civile, la première dame, Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance de la lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes du travail des enfants, a expliqué l'organisation institutionnelle pour mener cette lutte, les efforts du gouvernement et des partenaires et surtout comment l'école obligatoire est une réponse adéquate à la problématique des pires formes du travail des enfants. Une intervention qui a captivé l'auditoire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao au monde. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, l'école n'était pas obligatoire. Donc vous aviez beaucoup d'enfants qui travaillaient dans les plantations. Et heureusement, depuis 2015, l'école a pu être obligatoire. Nous avons fait des campagnes auprès des producteurs, donc de cacao, auprès des paysans, pour leur expliquer que la place de leurs enfants n'était pas dans les champs, mais d'abord à l'école. Nous avons élaboré un plan d'action national. Nous avons fait passer des lois parce que, comme ça, les trafiquants peuvent être condamnés maintenant, ce qui n'était pas le cas autrefois. Pour rappel, selon l'Organisation internationale du travail OIT, 168 millions d'enfants dans le monde sont contraints de travailler, dont la moitié environ dans les pires formes de travail, principalement les travaux dangereux. Et près de 21 millions de personnes dans le monde sont victimes de travail forcé. Le Premier ministre ivoirien est aussi en déplacement à l'étranger. Daniel Cablon-Duncan est en France. Il prend part à Paris aux rencontres Africa 2016. Les travaux ont démarré aujourd'hui. La rencontre enregistre 2000 entreprises françaises et africaines. Elle est organisée en prélude au sommet Afrique-France qui réunira les chefs d'État africains et français à Bamako au Mali en 2017. Hamza Diaby, envoyé spécial en France. Paris, France, ce 22 septembre. Ouverture des rencontres Africa 2016, le plus grand rendez-vous économique jamais organisé dans le pays, sur l'Afrique, mais surtout avec l'Afrique. Une trentaine de pays africains sont présents, 2300 participants, 1400 entreprises françaises, 500 entreprises africaines. La volonté, c'est de construire avec l'Afrique, avec les Africains, le monde de demain. Régler à la fois les défis migratoires, les défis environnementaux et les défis économiques. Et quand vous voyez ici la mobilisation de l'Afrique elle-même, de son tissu économique, de sa jeunesse qui est tellement inventive et qui a envie d'avancer, ça donne espoir. Et donc c'est un point de départ très important ici pour la suite. Au menu, des rencontres officielles au niveau des gouvernements et au niveau des parlementaires, mais aussi des ateliers sur le numérique, le transport, l'énergie de demain, le développement durable, la ville de demain et la lutte contre la pauvreté. La Côte d'Ivoire est présente et apprécie le programme. Une superbe initiative qui a donc été prise. On a souvent parlé des aspects politiques, des aspects autres qu'économiques. Il est essentiel qu'on développe davantage ces aspects économiques qui permettent de faire un partenariat davantage gagnant-gagnant. Et je crois que cette cérémonie d'Africa 2016 permet donc de développer ces relations. Et le renforcement de cette coopération économique, commerciale et financière doit permettre vraiment de changer la donne. La restitution des travaux se fera lors de la séance économique de la prochaine conférence des chefs d'État d'Afrique et de France qui se tiendra à Bamako, au Mali, le 14 janvier 2017. Et avant l'ouverture de la rencontre Africa 2016, le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablon-Duncan s'est rendu hier sur le campus scientifique et technique du groupe Colas pour une visite. Ce groupe est spécialisé dans les métiers des infrastructures de transport. Daniel Cablon-Duncan a échangé avec les responsables du groupe Colas en France. Ici, en Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'éducation nationale, les parents d'élèves se prononcent sur les cours de mercredi décidés par le ministère pour augmenter les heures de formation des élèves du primaire. Les parents d'élèves regroupés au sein de plusieurs fédérations ont fait une déclaration aujourd'hui pour soutenir la réforme. Nous écoutons le porte-parole. Nous, parents d'élèves, constatons la baisse du niveau de nos enfants depuis quelques années. Leur accorder plus de temps d'apprentissage contribuerait certainement à pallier les lacunes. C'est la raison pour laquelle nous, parents d'élèves, invitons les institutrices et instituteurs de Côte d'Ivoire à faire preuve de civisme
et de responsabilité. Exhortons les enseignants qui s'opposent à l'application de la dite mesure à s'inscrire dans le sens des réformes pour un mieux-être de l'école ivoirienne. Réitérons notre soutien total à l'initiative instituant les cours de la demi-journée de mercredi dans la perspective d'une éducation de qualité pour nos enfants. Les élèves et enseignants de l'école primaire d'Anakwa Kouté Extension, c'est dans la commune d'Abobo. Ces élèves et enseignants ne savent plus où donner de la tête. Leur école est située à proximité d'une usine et le voisinage n'est pas du tout facile. Les nuisances sonores provenant de cette usine perturbent fortement les cours. Plus d'une vingtaine de parents d'élèves ont déjà retiré le dossier de leurs enfants de cette école, nous explique Rascando. Avec ce bruit, on se croirait dans une usine de transformation de ferraille. Pourtant, nous sommes à l'école primaire Divine Providence d'Anakwa Kouté Extension dans la commune d'Abobo. Ce bruit provient d'une usine de métallurgie et de soudure située à proximité de l'école. Un bruit qui cause beaucoup de désagréments aux écoliers, aux parents d'élèves et aux encadreurs. Parce qu'avec ces bruits, les enfants ne peuvent pas étudier. C'est vraiment insupportable. Les conséquences, c'est que les parents ont retiré les enfants. Ils ont retiré 28 et ils continuent. Chaque année, on fait 100% à l'entrée en 6e. Et les parents aimeraient vraiment que j'encadre leurs enfants. Mais avec les bruits, j'ai des problèmes. J'ai décidé de retirer les dossiers de mes 2 enfants qui vont à l'école ici à cause du bruit de l'usine qui est à côté. Vraiment, ce bruit-là est vraiment dur pour des enfants, surtout un enfant de CP1. Bon, vraiment, c'est troublant. Ça peut agir sur leur santé. Les habitants de ce même quartier, Anakwa Kouté Extension, font aussi les frais de ce bruit. Le bruit, c'est assourdissant. C'est des soudures, des fers. Ça fait des bruits. Des fois, tape pas, ça fait des bruits beaux. Des fois, ça fait comme quand on scie quelque chose avec la machine. Vous voyez, c'est assourdissant en tout cas, c'est assourdissant, c'est embêtant. Nous habitons dans un quartier vraiment agréable et joli, mais par rapport à l'usine, ça nous empêche un peu de se reposer. Notre équipe de reportage a rencontré les responsables de cette usine qui ont refusé de s'exprimer à notre micro, mais hors antenne, ils disent être conscients de la situation. Donc, se donnent jusqu'au 15 octobre prochain pour quitter les lieux. Quant aux responsables de l'établissement, ils en appellent aux autorités compétentes pour une solution idoine, car il y va de la formation des élèves. Parlons d'une autre école, c'est l'école d'architecture d'Abidjan qui ouvre ses portes le mois prochain. Et selon le Conseil national de l'ordre des architectes, cette école est l'unique cadre de formation qui délivre des diplômes reconnus et sa création est conforme aux tests de l'UEMOA, nous dit Konaté Moussa. L'architecte a pour tâche de concevoir des bâtiments, des projets d'urbanisme. Il participe à l'aménagement d'espaces en vue de bâtir une cité agréable qui respecte les normes environnementales. Le métier exige donc une qualification ponctuée par un diplôme. Depuis décembre 2015, la profession d'architecte est enseignée en Côte d'Ivoire au sein du Conseil national de l'ordre des architectes. L'école d'architecture d'Abidjan, située dans la commune de Cocody, unique établissement autorisé par le gouvernement de Côte d'Ivoire et conforme au texte de l'UEMOA. L'école qui fait des diplômes d'architecte, qui est habilitée à enseigner l'architecture, c'est l'école d'architecture d'Abidjan, gérée par l'Ordre national des architectes de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une école privée, c'est une école qui est gérée par un ordre qui a été établi selon une loi et que l'UEMOA autorise à enseigner l'architecture. Je donne les renseignements pour éviter à nos parents d'aller inscrire des enfants dans des écoles où ils auront des diplômes qui ne seront pas reconnus. La précision est donc faite. L'enseignement de l'architecture est organisé avec des critères d'accès bien définis. Nous avons des tests français, anglais, mathématiques, culture générale, dessin et puis français. La moyenne minimum 12 pour entrer à cette école. L'école d'architecture d'Abidjan a ouvert ses portes le 15 décembre 2015.
La rentrée académique 2016-2017 est prévue le 10 octobre prochain. Pendant plus d'1 an, ils ont tué, violé, volé de nombreux voyageurs qui empruntaient les axes Niakara-Fek et Korogo. Mais ils n'agiront plus. Le cerveau de ces attaques, Adama Traoré et ses acolytes ont été épinglés alors qu'ils s'apprêtaient à opérer à nouveau. Kader Sogodogo pour le témoignage. Numéro 1. Traoré Adama. Numéro 2. Diakité Boukari. Numéro 3. Amadou. Ce ne sont pas des athlètes qui sont appelés à se mettre au départ d'une course aux Jeux Olympiques. Ici, voici plutôt étalée la nomenclature des individus qui ont sémé pendant plus d'1 année la terreur dans le nord du pays. Leur zone de prédilection, les axes Niakara-Korogo-Feke-Sédougou et Niakara-Tafire-Feke-Sédougou. Ils ouvraient le feu sur les cars et autres véhicules de voyageurs. Les passagers étaient dépouillés de tout, parfois même de leur vie. Une situation qui a amené les éléments des escadrons 1 tiers et 1 quart de la gendarmerie nationale, basés à Bouaké et Korogo, à multiplier les recherches qui ont abouti à l'interpellation d'un des coupeurs de route à Bouaké au quartier Dar es Salaam. Ce dernier va conduire les enquêteurs à quelques encablures de Feke-Sédougou où ses acolytes étaient tapis, prêts à opérer à nouveau avec en tête le chef de gang Adama Traoré. Le week-end dernier, un instituteur nouvellement muté à Feke-Sédougou, Fkone Fangaya, a perdu la vie tué par ce gang. Après chaque attaque, le gang repliait au Burkina Faso le temps de se faire oublier. Dieu, lui, n'oublie pas. Les 10 commandements le disent. Tu ne tueras point. Demande pardon à ses parents, que Dieu n'a qu'à le mettre là où il est bon. Et nous, on a fait gérer. En leur possession, après leur arrestation, armes à feu, munitions, portables, drogue et des gris-gris. Des gris-gris qui visiblement les ont lâchés. Et c'est menotté, se suivant à la queue leu que ces individus regagnent leurs cellules. Ils seront bientôt présentés devant le parquet qui certainement va les parquer au cachot du désespoir pour bien longtemps. Et avant le procès donc de ces individus, partons pour Yamoussoukro, où l'Agence nationale de la salubrité urbaine initie une formation au profit des populations. Le ministère de la salubrité urbaine annonce l'ouverture d'une usine de compostage à Yamoussoukro. Cette formation donc des populations vise donc à les outiller pour le tri sélectif des déchets utilisant donc utilisant le bokachiette, une ingéniosité japonaise qui transforme des déchets organiques en engrais. La mise en place d'une unité de compostage en Côte d'Ivoire va traiter de façon hygiénique les déchets ménagers et les déchets d'agriculture en leur adjoignant une valeur ajoutée commercialisable qui est l'engrais. Ce projet piloté par l'Agence nationale de la salubrité urbaine ANASU est inscrit au programme national de développement PND comme une priorité nationale. La phase pilote du projet prévoit l'utilisation du bokashi et de la solution EM, effective microbe, une ingéniosité japonaise pour la transformation des déchets. C'est pour maîtriser les techniques de tri que de gros producteurs de déchets, notamment des ménagères, des tenancières de maquis, des éducateurs, des élèves et des groupements agricoles sont en atelier à Yamoussoukro. La présence des ministres Andésiré Ouloto et Sidi Tiemoko Touré témoigne de l'intérêt que le gouvernement accorde à cette activité. Ce projet arrive à point nommé. Vous arrivez dans une ville, ce sont les ordures qui vous disent bonne arrivée. Vous sortez de la ville, les ordures vous disent au revoir. Et pourtant, on nous dit que la richesse de ce pays repose sur l'agriculture. Or, l'agriculture a besoin de compost. On jette, on maltraite ce qui va nous permettre de produire beaucoup avec très peu d'argent. Par votre dynamisme et surtout par l'impact de ce que vous faites au quotidien et impact non seulement sur la salubrité mais sur l'emploi des jeunes. Nous sommes en partenariat, il faut le reconnaître, il faut le relever et vous dire que dire aux populations de Yamoussoukro, vous pouvez applaudir valablement Madame la ministre. Le programme de l'atelier comprend des formations théoriques suivies de cas pratiques avec en bonne place la promotion de l'hygiène. Reportage réalisé par Kader Sogodogo sur la formation des populations au tri sélectif des déchets utilisant le bokashi à Yamoussoukro. Le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a échangé le 17 septembre dernier avec les responsables des différentes associations des Ivoiriens vivant au Canada. Ces associations ont fait part de leurs difficultés au ministre, nous dit Awa Touré.
Recenser les compétences de la diaspora ivoirienne, faciliter le retour des boursiers ivoiriens après leurs études pour servir le pays, encourager les Ivoiriens au retour par l'exonération des droits de douane et insérer ces Ivoiriens de l'extérieur au programme de logement. Ce sont entre autres les préoccupations des Ivoiriens du Canada soumises au ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Coulibaly. Ces Ivoiriens qui entendent s'impliquer davantage dans la construction d'une nation émergente à l'horizon 2020. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a pour sa part encouragé les Ivoiriens du Canada à devenir des acteurs du développement de la Côte d'Ivoire avant de les appeler à l'union pour plus d'efficacité dans l'action. Le message, c'est que, en liaison avec l'ambassadeur, vous puissiez avoir une sorte de fédération de toutes ces communautés, parce que l'éparpillement des porte-paroles n'est pas gage d'efficacité forcément. Ali Coulibaly a par ailleurs annoncé l'élaboration prochaine d'un annuaire des Ivoiriens de l'extérieur. Bernard Dadier, hier, aujourd'hui, demain. C'est le thème d'un colloque international initié par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des cultures, des arts et des diasporas africaines. Il s'agit pour la société savante de rendre hommage à l'écrivain centenaire à travers ses œuvres, son parcours. Konaté Moussa. C'est par des applaudissements que Bernard Dadier est accueilli à cette tribune d'hommage de l'ASCAD, Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Un colloque international pour exprimer la reconnaissance de la communauté scientifique à l'illustre homme de lettres qui a 100 ans cette année. Il a pu être témoin de l'histoire. Il a été témoin de l'esclavage. Il a été témoin de la lutte émancipatrice de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique au profit des Africains. Il a lutté avec sa plume, l'arme la plus redoutable que craignait le colon. Il a lutté, ça lui a coûté la prison, mais il s'est toujours battu pour la dignité des Ivoiriens et des Africains. Un homme de cette trempe méritait notre respect et méritait un colloque. C'est ce que nous le rendons aujourd'hui. Bernard Dadier, hier, aujourd'hui et demain. Le parcours de l'écrivain centenaire, son engagement politique, sa vision du développement socio-culturel font aujourd'hui de lui un monument de la littérature africaine. C'est un écrivain qui fait partie au fond de la première génération des écrivains de la littérature négro-africaine. Ses thématiques, son engagement sont tout à fait remarquables. Et on se réjouit qu'il soit encore là. Nous qui avons commencé nos premiers pas dans le domaine de l'écriture, Bernard Dadier est en quelque sorte une énergie qui nous a inspirés. Ses écrits sont une source de motivation pour nous, la jeune génération. Bernard Dadier, une fierté nationale. C'est donc à juste titre que le ministère de la Culture et de la Francophonie décide de célébrer ses 100 années d'existence durant toute cette année 2016. Une rue dans la commune de Cocody sera baptisée en son nom. Le référendum en question, c'est la nouvelle rubrique que vous propose tous les jeudis la rédaction de RTI 1. On parlera du projet de référendum sur la nouvelle constitution en Côte d'Ivoire. Voulez-vous savoir par exemple ce que c'est qu'un référendum, une constitution, comment voter? Autant de questions qui seront évoquées dans cette nouvelle rubrique. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette question, qu'est-ce que le référendum? Et la question justement a été posée aux populations par notre reporter Alexis Ouedraogo. Ah d'accord, mais demandez aux politiciens. Pas une idée de ça. Un référendum. En fait, c'est, comme on dit, la possibilité au peuple de décider, n'est-ce pas, de son avenir à travers le texte constitutionnel. Voilà. Un référendum, selon moi, c'est comme une réunion. C'est un rassemblement de certaines personnes dans le but de peut-être prendre une décision. Un référendum, c'est d'être libre de voter, d'être libre sur les lois. C'est ce que je connais. C'est voter que l'électeur répond par oui ou non. Très bien. Et toi? C'est ce qu'il a dit. Je ne connais pas une autre définition.
Voilà, les avis sont partagés. Voyons maintenant le reportage d'Alexis Ouedraogo. Un référendum pour une nouvelle constitution en Côte d'Ivoire est annoncé. Une question sera posée aux Ivoiriens. Approuvez-vous le projet de constitution proposé par le président de la République? Pour comprendre cet enjeu, il faut savoir qu'est-ce qu'un référendum. Eh bien, c'est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte qui ne sera adopté qu'en cas de réponse positive. La Constitution prévoit 4 cas de référendum pour l'adoption d'un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, pour l'adoption d'un projet de loi tendant à autoriser la ratification d'un traité, pour réviser la Constitution ou pour soumettre à la décision des électeurs d'une collectivité un projet d'acte relevant de sa compétence. Le référendum est donc avant tout un instrument de démocratie directe car il permet au peuple d'intervenir directement dans la conduite de certains domaines de la politique nationale ou locale. Aujourd'hui, plusieurs observateurs proposent de recourir davantage à ce mode de fonctionnement, notamment pour faire évoluer certains secteurs de la vie sociale difficiles à réformer. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix continue son implantation dans tout le pays. À Diaké, ce sont au total 5 coordinateurs qui ont été investis. L'émissaire du directoire du RHDP, Mamadou Koulibaly Sangafoua, a encouragé toutes ces coordinations à aller partout pour expliquer la nécessité pour la Côte d'Ivoire de se doter d'une nouvelle constitution. Assini, Etieboué, Adiaké, sous-préfecture et commune, les 5 coordonnateurs RHDP du département d'Adiaké sont connus. Mission, enraciner le parti dans leur zone de compétence. Pour y arriver, Yiensié, le coordonnateur départemental, propose de s'appuyer sur les idéaux de paix et du vivre ensemble défendus par les pères fondateurs. À cette mission d'implantation, l'émissaire du directoire en ajoute une autre plus urgente, la sensibilisation sur le référendum. Sangafoua Koulibaly, à l'instar des 5 coordonnateurs, a expliqué aux populations la nécessité de se doter d'une nouvelle loi fondamentale. Nous, en ce qui nous concerne le RHDP, le processus est démocratique, participatif. Nous allons l'examiner, apporter nos contributions. Une fois que le projet sera soumis à référendum, nous n'avons pas de doute que nous pourrons avoir la confiance de l'ensemble de la majorité des Ivoiriens pour apporter leur soutien à ce projet. Législative, municipale, d'autres enjeux qui pointent à l'horizon. Pour ces échéances, Sangafoua Koulibaly a exhorté les coordonnateurs investis à se tenir prêts et disponibles afin d'asseoir les bases d'un parti unifié. Le référendum et les législatives sont prévus avant la fin de l'année 2016. Voilà, et ce commentaire de Sidonie Davila referme ainsi la page consacrée au référendum en question. Au Gabon, c'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle va rendre son verdict. Elle va se prononcer sur les résultats de la présidentielle et valider ou non la réélection du président sortant Ali Bongo. L'opposant Jean Ping, qui conteste toujours la victoire d'Ali Bongo, avait déposé un recours devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, pour obtenir un recomptage des voix dans le Haut-Ogooué. Dans cette province, le chef de l'État a obtenu 95% des voix et a arraché sa victoire. Les Gabonais attendent toujours le verdict de la Cour. Encore une traversée périleuse des migrants en mer Méditerranée. Au moins 42 personnes sont mortes au large des côtes égyptiennes. Le bateau qui a chaviré transportait environ 450 migrants. Des équipes de secouristes ont réussi à sauver 150. Les recherches se poursuivent pour retrouver les survivants et les 4 Égyptiens soupçonnés d'être les passeurs ont été arrêtés. La situation est tendue en Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique où l'état d'urgence a été décrété après 2 nuits de violence. Des violences survenues après la mort d'un homme noir abattu par la police mardi. L'armée a été appelée en renfort ce matin dans l'état de Caroline du Nord pour dissuader les manifestants qui expriment toujours leur colère après la mort de l'Afro-Américain. 44 personnes ont été interpellées dans la nuit d'hier à aujourd'hui.
Je rappelle pour terminer que la 71e Assemblée générale de l'ONU aux États-Unis se poursuit. Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé aujourd'hui à la tribune de l'ONU. Il a exposé sa vision d'un monde meilleur et fait des propositions face aux crises qui secouent la planète. Le président ivoirien a par ailleurs présenté officiellement la candidature de la Côte d'Ivoire au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. L'intégralité de l'intervention du chef de l'État vous sera proposée juste après ce journal. Merci à vous tous de votre aimable attention.